Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grougy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils s'en foutent ces Bretons. Ils s'en foutent ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Une recrue, enfin une recrue. Bienvenue pour ce 108e épisode de Brest On Air où je suis rejoint par un spécialiste d'un ancien club par lequel Romain Fèvre est passé. Je suis rejoint par Fanche. Comment vas-tu, Fanche? Salut Quentin, salut à tous. Bah écoute, ça va bien, je dirais. Si on met de côté le Stade brestois, tout va bien. C'était plutôt l'inverse d'habitude. Oui, non, d'habitude, ça va de manière globale, mais là, c'est les actualités récentes, le mercato, tout ça. Bon, c'est pas le meilleur moment du podcast, mais ma foi, faut passer par là aussi, hein, de temps en temps. Et puis ça va s'arranger. Et puis ce n'est que du football Finalement. Comme on le disait, donc une recrue dont on connaît parfaitement les contours, les points positifs, les points négatifs, donc finalement pas besoin d'un supporter à Lorientais ou d'un supporter de Bournemouth, de toute façon qui l'a très peu vu jouer au football. Mais on va revenir justement sur cette arrivée de Romain Fèvre. Évidemment, on va en discuter, parler de ce qu'on ressent suite à cette recrue, parce que le mercato, évidemment, jusque-là, je pense qu'on est d'accord pour le dire, est un petit peu décevant, mon cher Fanche. Et même quand on a une recrue comme Romain Fèvre, elle arrive avec certaines questions, certaines interrogations que l'on peut se poser. Donc on va justement tâcher d'y répondre, d'ajouter notre petite pierre à l'édifice sur ce mercato. Fanche, quel a été ton premier ressenti? C'est vrai que l'arrivée était tout à fait inattendue. Oui. C'est un des noms qui n'était jamais sorti dans la presse. Pourtant, Eric Roy a signalé que les premiers contacts avec Romain Fèvre remontaient à la fin de saison dernière, donc ça fait un petit moment que les deux hommes, ou voire avec Grégory Lorenzi, étaient en contact. Mais quel a été ton premier ressenti face au retour de Romain Fèvre? D'abord, tu l'as dit, hein, ça a été la surprise totale, parce que là, pour le coup, autant parfois il y a des petits bruits, des rumeurs qui nous laissent penser que éventuellement tel ou tel joueur pourrait signer. Là, c'était pas du tout le cas. Et lorsque j'ai reçu, comme tout le monde, la notification, on a fait, pour être tout à fait exact, on a reçu un message d'un gars en message privé, donc sur Twitter avec Brest On Air, qui nous dit on me dit que Romain Fèvre va signer à Brest. Donc bon, évidemment, on reçoit ce genre de messages assez régulièrement, donc c'est assez difficile de trier le vrai du faux. Donc pour le coup, on lui a répondu que nous, on n'avait pas d'infos sur le sujet, et finalement, l'équipe l'a confirmé quelques minutes après seulement. Donc, une grande surprise. Et dans un premier temps, pas une déception, mais plutôt vraiment, je suis resté pantois. Je me suis dit, mais pourquoi aller chercher Romain Fèvre? Qu'est-ce qu'il va nous apporter? Donc, je me suis évidemment rappelé des épisodes avec le FC Lorient, etc., sur lesquels on va peut-être revenir après. Et après, avec le recul, je me suis posé, j'ai regardé un petit peu ce qu'il avait fait, notamment lorsqu'il était chez nous, l'état de notre effectif actuel, et voilà, le sentiment finalement et le bilan que je peux tirer de ça, il est assez ambivalent, parce que ça reste un bon joueur, un bon joueur qui il a passé 1 an et demi à Brest, hein, on le rappelle, juste en statistique, c'est 36 matchs sur la saison 2021-2022, 6 buts, 5 passes décisives, et 21 matchs en 2022-2023, lorsqu'il quitte Brest pour Lyon en janvier, 7 buts et 5 passes décisives. Donc un joueur efficace, un joueur assez élégant. Toi, je sais, Quentin, que tu apprécies beaucoup ce profil, mais avec sa part d'ombre, avec son départ forcé un petit peu, il avait voulu forcer son départ pour Milan. Ensuite, il était parti à Lyon en milieu de saison, ayant rapporté à Brest quand même une belle somme, faut pas non plus mettre ça de côté. Je suis très partagé, mais aujourd'hui, vu l'état du club, de l'effectif, des joueurs en présence, je pense que c'est plus un atout qu'autre chose. D'ailleurs, alors évidemment, le contexte du match contre Marseille a fait que peut-être que et sûrement les supporters n'étaient plus nécessairement
investi dans la rencontre, mais par rapport à ce que tu as dit, et c'est sa part d'ombre notamment, on va y revenir, mais l'accueil a été plutôt neutre de samedi à Francis Leblay. Ouais, il a été neutre, tout à fait, on s'est fait la réflexion. Et comme tu le dis, je pense que ça répond aussi un petit peu au scénario du match. Le fait est que Brest était mené à ce moment-là 4-1. Je crois qu'il n'y a pas encore le 5e but marseillais. En tout cas, c'est assez proche. Je crois qu'il a joué 26 minutes dimanche dernier. Effectivement, un accueil assez... Moi, j'étais donc en Arkea pour l'occasion, étant donné que le bloc C était fermé. Je sais pas, toi, en RDK, comment ça s'est passé. Mais en Arkea, il y a eu, je dirais, plus d'applaudissements que de sifflets. Enfin, j'ai entendu personne le siffler en tribune Arkea. Donc, je pense que cette arrivée va être assez vite digérée dans l'esprit des supporters, surtout s'il arrive à se montrer décisif dès ses premiers matchs, parce que c'est finalement ça qui compte. On ajoute à l'effectif un joueur qui a effectivement, je pense qu'on peut dire qu'il a fauté par certains aspects, notamment avec le FC Lorient, lorsqu'il l'insulte de Stade Brestois. C'est des choses qui sont pas nécessaires, qui ont été certainement très mal prises par certains supporters, et on peut les comprendre. Pour autant, il va falloir peut-être pour ces gens-là beaucoup de temps pour lui pardonner. En attendant, du temps, on n'en a pas, parce que déjà, c'est un prêt, donc ça ira très vite, son passage à Brest. Et on pourra parler, Quentin, je pense, de cette propension du Stade Brestois à faire beaucoup de prêts. Mais on ajoute dans l'effectif, comme je le disais tout à l'heure, un joueur de qualité qui me plaisait beaucoup lorsqu'il était à Brest, et lorsqu'il avait quitté le club, je me demandais un petit peu comment on ferait pour le remplacer. Et voilà. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, lorsqu'il quitte Brest, c'est Satriano qui arrive au même mercato. Belaïli aussi, il me semble. Belaïli aussi. Je sais pas s'ils font 1 ou 2 matchs ensemble, peut-être. Ouais, d'accord. Mais je crois que le remplaçant, on va dire, technico-tactique, c'était Belaïli. Romain Fèvre, ça doit être Belaïli. Bon, je préfère que Romain Fèvre revienne que Belaïli. Oui, effectivement, au niveau des frasques, on en est quand même assez loin. Toi, ton avis sur Romain Fèvre, sur ce retour, surpris, je pense aussi, comme tout le monde. Oui, clairement, beaucoup de surprises. C'est clairement pas un joueur que j'avais, que je m'étais dit, tiens, ce serait une bonne idée de le reprendre. Ceci étant, ça me semble pas une mauvaise idée. Je pense que l'accueil des gens a été... Évidemment, il y a une réaction à chaud qui fait remonter tout ce qui ne va pas par rapport aux joueurs, par rapport à son arrivée à Brest. Parce que, on va dire, les souvenirs les plus récents, ils sont clairement pas bons, avec... t'en as parlé brièvement, mais c'est évidemment, il a joué pour peut-être pas le rival historique, mais en tout cas le rival le plus chaud actuellement du Stade Brestois, qui est descendu en Ligue 2 cette saison. Romain Fèvre d'ailleurs, qui a participé à cette descente en Ligue 2 sur 6 mois. Ceci étant, c'est aussi le jeu. Il a joué pour l'ennemi. Évidemment, quand il jouait pour Brest, il jouait contre Lorient, il insultait aussi les Lorientais, j'imagine. Ça a dû lui arriver. C'est aussi le jeu du football. Quand tu joues pour le rival, t'aimes pas l'autre rival. Donc voilà, ça fait partie du football, quoi. C'est plus, je suis d'accord avec toi, mais c'est plus l'épisode fin août. De début de saison 2022-2023, lorsqu'il y a un match à Strasbourg. Oui, tout à fait. Et qu'on nous apprend que là, il refuse de monter dans l'avion pour forcer son départ à Milan. Je trouve ça assez inélégant. Et ça témoigne, je trouve, d'un caractère un peu individualiste et d'une attitude individualiste et pas forcément très classe du joueur. Chose dont on n'a pas besoin aujourd'hui dans l'effectif. On s'apprête à vivre une saison, et on en parlera plus tard, du plan sportif qui risque d'être beaucoup plus compliqué que la saison dernière. Par bien des aspects, avec des matchs en plus, des échéances plus compliquées, un effectif qui peut-être sera moins fourni. Et on aura besoin de joueurs absolument concernés par l'idée de collectif, c'est-à-dire de se battre pour le collègue. Alors c'est un joueur talentueux, ça évidemment, mais le talent, il ne fait pas tout. Même les joueurs les plus talentueux ont besoin de se mettre au service du collectif. Et Romain Fèvre, arrivant en prêt, donc sachant que de toute façon il retourne à Bournemouth l'année prochaine, quoi qu'il arrive, est-ce qu'il va être concerné par le match à Strasbourg fin février, lorsqu'il fera moins 2 degrés à la Est-ce qu'il montera dans l'avion déjà ? Déjà, est-ce qu'il montera dans l'avion ? Est-ce qu'il sera à fond sur le match à Angers, qui va être un match à 6 points ? Je dis pas qu'il le sera pas, je veux pas lui faire un procès ou quoi que ce soit tout de suite, mais en tout cas, j'espère que le club a des garanties. J'espère que le club a des garanties à ce niveau-là, et que après, à tout âge, on progresse.
Et on doit aussi certainement lui donner une seconde chance. Le gars a certainement appris de ses erreurs. Depuis le départ de Brest, finalement, sa carrière est en berne, est en échec. Si on regarde les statistiques, c'est loin d'être au niveau de ce qu'on pouvait espérer de lui. Je pense qu'il rentre dans un environnement dans lequel il a su performer, dans lequel il a su être bon. À lui de tirer profit de ce prêt, et je pense que la meilleure solution pour lui d'être bon et de réussir ce prêt, c'est de se fondre dans le collectif. C'est une des forces de l'équipe d'Éric Roy, et de tout faire pour que Brest gagne, et non pas que Romain Fèvre brille. Mais si Brest gagne, Romain Fèvre brillera. Exactement, c'est peut-être l'une des peurs. Tu en as mentionné une évidemment sur sa mentalité, sur sa propension à se fondre dans l'effectif. J'ai un peu l'autre peur, c'est qu'il essaye d'en faire trop aussi pour se faire pardonner le plus rapidement possible, parce que je pense que lui aussi, il sait en arrivant au Stade Brestois qu'il n'arrive pas non plus en terre conquise à Brest, autour des supporters, que même si les supporters, je pense, sont suffisamment intelligents aussi, eux, pour mettre ces frasques de côté, au premier petit faux pas, je pense qu'on sera très rapide, et ça me semble assez logique aussi, de lui rappeler tout le tort qu'il a pu faire au club par les saisons dernières. Et j'ai aussi peur qu'il essaye d'en faire un peu trop sur le terrain pour se faire pardonner le plus vite possible, alors que je pense que ce serait aussi contre-productif. Évidemment, contre Marseille, je pense j'ai trouvé un Romain Fèvre plutôt bon. Évidemment, il arrive dans un contexte un peu compliqué, mais j'ai retrouvé un peu le joueur, le beau joueur. Déjà, c'est un beau joueur de football. Il a quand même un toucher de balle qui est assez agréable à voir jouer. Pour un club comme Brest, je pense que ça reste au-dessus de la moyenne, d'un point de vue technique notamment. Maintenant, il y a aussi la question tactique, où le placer. Pour moi, c'est clairement le remplacement de Kamori Doumbia. Ça pose un peu les mêmes problématiques sur le terrain, avec un peu plus peut-être Romain Fèvre parce qu'il est gaucher, et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un peu un doublon avec Del Castillo. Maintenant, je pense que Romain Fèvre a plus le bagage physique pour jouer avec Camara, avec Magnetti dans l'axe du terrain, ce que Kamori Doumbia n'avait peut-être pas l'opportunité de faire. Mais c'est vrai que voilà, pour moi, ça reste plutôt une bonne recrue. Maintenant, voilà, il y a je pense le côté symbolique de la revenue de Romain Fèvre, quelqu'un qui a joué à Lorient, qui a pu insulter le Stade Brestois, même si après l'épisode du match contre Strasbourg, et je crois qu'il avait été sanctionné d'une amende. Tu as mentionné ses stats tout à l'heure. Je pense qu'il avait été plutôt réglo par la suite, même si c'est un peu bizarre de dire ça, mais je pense que voilà, il a fait ses matchs avec le Stade Brestois. Il s'est pas non plus intéressé bon, évidemment, je pense qu'il voulait se mettre en avant aussi, mais si ses bonnes prestations individuelles apportent aux prestations collectives, alors c'est gagnant-gagnant. Après, de toute façon, on sait très bien que les joueurs, pour l'immense majorité d'entre eux, jouent quand même pour eux, pour leur carrière, donc on peut pas non plus pas faire les naïfs. Je pense que si demain Romain Del Castillo a une offre qui l'intéresse, alors il va peut-être pas bouder, il va peut-être ne pas monter dans l'avion, mais certainement qu'il quitterait Stade Brestois parce qu'il y a un projet plus intéressant qui se propose. Quand tu as 21 ans ou 22 ans et que tu as Milan qui veut t'avoir, je peux comprendre que ça te fasse un peu tourner la tête, même s'il y a des choses qu'il faut pas faire, et ce qu'il a fait était pas bien. On l'a dit, mais si on met de côté tout l'extra sportif, si on nous dit voilà, un joueur comme Romain Fèvre signe à Brest, on est content. On est content dans le sens où ça reste un joueur de qualité dans un effectif qui en manque assez cruellement. Moi, j'ai une autre question, Quentin, par rapport à toi, parce que Romain Fèvre, le joueur, on le connaît, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts sur le terrain aussi. On l'a vu pendant 1 an et demi. C'est plutôt sur le message qui est envoyé sur ce mercato. Lorsque tu arrives au fin août, donc on devait être c'est le 15 août qu'il est arrivé, je pense, 15 août. Ouais, juste avant le match de Marseille, voilà. Jeudi, il me semble. Un prêt sans option d'achat d'un ancien joueur. Est-ce que pour toi, c'est le signe d'un mercato qui est dans une impasse, ou alors plutôt une opportunité qui s'offre à Brest et qu'il fallait la saisir? Comment est-ce que tu considères ce transfert? Si on en croit en tout cas ce qu'a dit Éric Roy, c'est clairement pas une opportunité, puisque a priori ils étaient en contact depuis la fin de saison dernière. Donc a priori c'est une piste plutôt long terme qui se concrétise.
Ceci étant, et on arrive à ce stade du mercato tous les ans avec les mêmes problématiques. Là en plus, il y a le côté, voilà, c'est Romain Fèvre, on va pas encore mentionner tout ce qui s'est passé, mais il y a le côté, il nous a quand même chié dessus sur le club, et pourtant on le reprend. Donc ça veut quand même dire que Moi, je trouve qu'il y a un manque d'idées. Enfin, je trouve que concrètement, depuis le début du mercato, là, on est face à un manque d'idées, manque d'initiative. Donc sur les 5 recrues, tu en as 3 qui ont déjà joué au club, donc que tu connais, que tu n'as pas besoin de scouter. Tu as Ludovic Ajorc, que tout le monde connaît, hein. Et éventuellement tu as Ndiaye qui lui est une trouvaille. C'est vrai que ça n'aurait pas été le principal nom que j'aurais coché, d'autant qu'il arrive pour remplacer a priori, en tout cas numériquement, et aussi sur le terrain, hein, puisque c'est le même poste, le patron de ta défense. Donc j'aurais quand même préféré, on va dire, mettre un petit billet sur ce poste de défenseur central, plutôt axe gauche, pour remplacer Lilian Brassier, quoi. Alors, visiblement, il y a un défenseur qui est recherché, hein, sur les différentes informations qu'on peut lire dans la presse. Brest cherche un autre défenseur et probablement va devoir se séparer, ou souhaite se séparer d'Achraf Dari. Donc je pense qu'on aura un nouveau défenseur. Mais c'est vrai que la prestation de la défense centrale de Julien Cardinal, notamment, je trouve, dans l'impact, a été un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait espérer. Mais moi, ce transfert de Fèvre, pour moi, il est assez révélateur de ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas beaucoup de moyens, mais généralement, quand tu n'as pas beaucoup de moyens, tu as des idées. Et finalement, j'ai peur qu'on arrive au 27, 28, 29 août et qu'on enchaîne encore des prêts. Là, ça nous parle donc d'Abdallah Sima en prêt de Brighton, et qu'on enchaîne les prêts payants sans option d'achat qui vont finalement être... qui vont juste déplacer le problème d'un an. Voilà, exactement, qui vont simplement déplacer le problème à l'été prochain, où tu te retrouveras début juillet avec encore une enveloppe mercato qui sera probablement encore plus faible, puisque tu n'auras pas la Ligue des Champions. Après, tu auras Lilian Brassier qui rapportera... Oui, mais qui rapportera pourquoi? Certainement pour boucher des trous. Boucher des trous ici. C'est le bouchard de trous FC. Et donc, tu as eu évidemment... moi, je pense que la tuile totale, c'est évidemment la blessure de Bradley Loco, qui devait rapporter une manne financière pour financer justement certains dossiers. Et cette blessure, à la fois, elle pénalise sportivement, parce que tu n'as plus Loco, et elle pénalise économiquement. Si tu perds avec cette blessure, je sais pas, 10, 12, 15, peut-être plus, 20 millions d'euros, et rien ne dit que dans un an, un joueur qui a passé un an à l'infirmerie vaudra autant. Donc là, c'est un vrai coup dur pour le Stade Brestois. On a eu une chance inouïe l'année dernière à tout point de vue. Cette année, cette chance, pour l'instant, on a du mal à la retrouver. Ouais, c'est assez frustrant, hein, finalement, parce que on le rappelle, le Stade Brestois joue à la Ligue des Champions après une brillante 3e place. Et on va se cacher derrière cette 3e place pour moi. C'est pas parce mais bon, déjà il y a les sous de la Ligue des Champions, il y a, je pense, davantage de sous que nous donne la Ligue grâce à cette 3e place. C'est mieux que de finir 14e. Dans le budget prévisionnel, j'imagine que le budget est en hausse, hein. Je pense que les 18 millions de la Ligue des Champions remboursent facilement les droits TV français qui, eux, sont en berne, évidemment. J'imagine que la différence n'est pas de 18 millions par rapport à DAZN, DAZN, je sais pas comment tu peux penser. Et on se retrouve avec une offre de Martin Satriano de 6 millions d'euros qui a peut-être été posée début juillet. Visiblement, Martin Satriano ne va pas signer, donc on aura... J'imagine que les 6 millions d'euros, ils seront toujours là. On va pas aller faire un don à l'Inter de Milan juste parce qu'ils ont accepté de négocier avec nous. Mais clairement, un manque d'idées et surtout pas de progression par rapport aux années précédentes. Et c'est ça qui est un peu frustrant parce que ça va faire 6 ans maintenant que Brest est en Ligue 1. 6 ans, ça montre quand même un club qui fait des bonnes choses, hein. On peut pas non plus signaler que Brest, quand tu restes 6 ans en Ligue 1, c'est qu'il y a quand même des choses qui se sont bien déroulées. Ouais, il y a beaucoup de clubs qui aimeraient à ta place. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de clubs qui aimeraient à la place de Brest. Ça fait 6 ans, mais pourtant, on a l'impression d'être toujours le promu, le petit club.
Donc il n'y a pas de progression, toujours les mêmes profils qui sont recherchés. Encore cette saison, à part le jeune Belge là qu'on avait eu, Delorge, je crois qu'il s'appelle, il n'y a pas eu ces pistes de jeunes joueurs prometteurs qui peuvent passer un cap à Brest, qui peuvent aider le club à faire passer un cap, que ce soit financièrement ou sportivement. Peut-être que certaines pistes, tout ne sort pas non plus dans les médias, tu vois. Tout à fait, absolument. Il y a aussi on peut aussi donner le bénéfice du doute dans le sens où il y a probablement une majorité de dossiers dont on n'a pas parlé. Généralement, Grégory Lorenzi en parle de certains dans la presse après le mercato. Mais je te rejoins sur le fait que lorsque ça fait quand même beaucoup de refus, quoi. Ouais, et puis tu as des joueurs. Quand tu arrives au 20 août et que tu as 15-16 joueurs de niveau Ligue 1, Ligue 1,5, on va dire, c'est quand même qu'il y a pas mal il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Surtout quand tu vois que les mecs te refusent ton club et ils vont ailleurs, mais pas forcément dans des clubs qui jouent l'Europe. Quand je pense à Le Penant qui intéressait Brest, ne pas déjà depuis plusieurs années, qui préfère aller à Nantes, Satriano qui va aller à Lens, qui ne joue pas la Ligue des Champions, Steve Mounier qui préfère aller à Augsbourg, Pierre Lesmelou qui souhaite partir, Marco Bizot qui également souhaite quitter le club. Ça fait soit des joueurs qui ne veulent pas venir, soit des joueurs que tu as dans ton effectif qui aimeraient partir. Est-ce qu'il y a peut-être, faut se poser la question, hein, est-ce qu'il y a aussi une lassitude après la saison dernière, dans le sens où les joueurs estiment qu'ils ont donné le maximum et qu'ils ne reproduiront pas la même saison derrière? Quel projet on leur vend? Mais du coup, très bien, ça, il n'y a pas de souci, à la limite. Tu te dis, oui, d'accord, on vous fait partir, mais fin juin, tu vois, ça doit être réglé fin juin. Tu te dis, oui, d'accord, Pierre, pas de problème, on te lâche pour 8 millions d'euros, ce qui est quand même une belle somme pour un joueur de 30, doit être 30 ans, 31 ans. Ouais. Bien que apparemment, si j'ai bien lu et si l'info est bonne sur le site de Lorenzo 29, si vous connaissez pas sur Allez Brest, un forumiste tout à fait historique du forum allezbrest.com. Il a des statistiques, c'est assez impressionnant. Vraiment, je recommande le site parce que c'est très bien foutu. Ouais, et donc sur ce tableau de transfert, apparemment Brest devrait 40% de la plus-value pour Pierre Lesmelou, ce qui est quand même beaucoup. Mais ça, c'est un truc que tu dois régler fin juin. Et du coup, tu te penches sur son remplaçant immédiatement, quoi. Et même, étant donné que c'est un joueur qui voulait partir au mercato d'hiver, tu peux te dire que il voudra toujours partir cet été. Donc depuis le mercato d'hiver, tu peux te dire, je me planche, je planche sur on peut te rétorquer, on peut très bien te dire comme réponse, ouais, mais s'il n'y a pas d'offre, tu fais comment? Le joueur reste là. S'il est là, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas eu l'offre nécessaire. Si Lille, on sait qu'il y a un club espagnol qui a proposé 4 millions d'euros pour lui, sans avoir l'identité du club. Tu peux pas te permettre de vendre Pierre Lesmelou 4 millions non plus. Non, tout à fait. Le club doit aussi montrer. Oui, tout à fait. Ça. Par contre, tu dis à Lesmelou, il faut quand même que le club s'y retrouve et mais je pense que c'est ce qui s'est fait, sauf que là, la situation s'enlise, t'as pas d'offre, tu sais que le joueur veut partir, donc en attendant, la situation est en train de pourrir jusqu'à la fin du mercato, et il y aura la trêve internationale là, début septembre. Je pense qu'on reverra peut-être Pierre Lesmelou. Si on doit le revoir à Brest, on le reverra vers le match de Paris le 14 septembre ou un truc du genre. Oui, et après, s'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas d'offre, quoi. Il faut aussi... je pense que Pierre Lesmelou, c'est un... Il a son caractère, mais c'est pas non plus un idiot, quoi. Non, bien sûr. Je pense qu'il est très loin d'être bête, à mon avis. Voilà, donc je pense qu'on peut entre grandes personnes, si le dialogue est fait correctement et peut-être pas comme ça s'est déroulé en janvier dernier, même si je pense que Lesmelou exagère un peu par rapport à la sortie du président, un peu beaucoup même. Oui. Voilà. On peut, entre grandes personnes, se mettre d'accord et... on est dans le cas d'un joueur qui défend uniquement ses intérêts, pour le coup. Voilà. Il a vu un contrat qui n'aura plus jamais lui passer sous le nez parce que Denis Lourcin a décidé de dire non. Mais voilà, il faut aussi que le club fasse marcher ses intérêts. Pierre Lesmelou est quand même salarié d'une entreprise, on va dire. Et il a des droits, évidemment, mais il a aussi des devoirs. Et dans le foot, même si ça se perd, je pense que les joueurs, pour une entreprise, je pense que les salariés des clubs sont plutôt en position de force dans le foot.
Oui. Euh, Parce que contrairement aux autres entreprises, tu as tes employés qui ont une valeur très importante. Exactement. Tandis que si tu es dans une école, si le prof il veut se barrer, de toute façon, tu sais qu'à la rentrée, quoique, et encore, c'est l'exemple, t'es pas très bon parce que tu as un manque de professeurs, mais tu as un autre qui vient et normalement, le prof, moi, je me mets pas en grève parce que j'ai eu une offre de Sainte-Anne. L'amiral Renard Il me propose un meilleur contrat, tu vois. Enfin, quoique, moi, je suis à l'écoute de tout, hein, mais Après, ton agent discute, on le sait. je laisse mes conseillers, je veux pas me polluer la rentrée avec ça. Ouais, mais d'une manière générale, c'est vrai que le mercato est quand même frustrant. Hein, ouais, c'est frustrant. C'est peut-être le bon mot, le bon terme. C'est vrai que c'est frustrant parce qu'on. Mais attention de ne pas non plus juger trop vite le mercato parce qu'il n'est pas terminé. Non, mais c'est plutôt les signaux qui sont envoyés. Hein. C'est pas. Je pense qu'au final, on va s'y retrouver. Il y a toujours des opportunités en fin de mercato c'est peut-être la spécialité de Grégory Lorenzi. Maintenant, c'est ce qui se passe entre septembre et mai, septembre et juin peut-être même, qui pose question. Et c'est c'est une question qui revient tous les ans. Donc, est-ce qu'à un moment donné, le Stade Brestois va passer ce cap d'avoir des fondations un peu plus solides au niveau du recrutement, au niveau de la formation? Il y a une bonne nouvelle comme quoi le Stade Brestois avait racheté déjà le complexe de Pen-et-Lens, ce qui va peut-être l'aider à l'aménager un peu plus comme il le souhaite. Mais voilà, sous toutes ces fondations qui pourront rester après le départ de Grégory Lorenzi, qui approche d'année en année. Si ça n'a pas été cet été, d'ailleurs, ça a peut-être été un peu gênant aussi pour la préparation du mercato. Peut-être un peu moins d'appel à l'équipe et un peu plus de matchs regardés, peut-être. Ça serait une bonne idée. Mais ça, c'est des fondations qui resteront après les départs du personnel, quoi, qui est actuellement au club. La cellule de recrutement, elle va pas partir une fois que Grégory Lorenzi elle partira. Elle sera toujours là. Il y aura toujours une base de données solide de joueurs sur lesquels on pourrait se renforcer. Donc voilà, c'est très difficile parce que en fait, on pourrait se poser la question, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais on pourrait se poser la question, est-on trop exigeant avec le Stade Brestois? J'écoutais parler d'autres clubs, je me renseignais un petit peu sur d'autres clubs de Ligue 1 et je voyais que Le Havre, par exemple, ne peut recruter absolument personne. Angers, c'est extrêmement compliqué, c'est que des joueurs libres. Montpellier est aussi obligé d'attendre devant le Chotard, notamment pour recruter, parce qu'on n'est pas les seuls dans ce cas. Mais nous, on a la Ligue des Champions en plus. Est-ce que la Ligue des Champions, c'est un petit peu un trompe-l'œil et finalement il ne faut pas qu'on accorde trop d'importance à cette compétition? Et est-ce qu'on est trop exigeant en attendant trop de Brest finalement, en attendant des joueurs qui parce qu'il faut quand même être raisonnable dans le sens où Brest c'est un stade pourri, des infrastructures assez moyennes pour les centres d'entraînement, une ville qui est pas extraordinaire et qui est isolée géographiquement, ça fait quand même beaucoup d'éléments négatifs et les joueurs de foot restent aussi des travailleurs, tu l'as dit, des êtres humains et parfois à projet égal ou à salaire relativement similaire. Je comprends qu'on puisse aller, par exemple, à Augsbourg, je suis à peu près persuadé, tu dois mieux connaître le club, que les infrastructures sont meilleures que chez nous. Oui, nouveau stade. Voilà, que tu préfères aller à Nantes qu'à Brest. Quand tu vas à Nantes, tu as un centre d'entraînement qui est la Jaunelière qui est magnifique. Tu as un stade qui, certes, est tout neuf, mais qui est assez beau aussi. Et je peux comprendre aussi qu'on rentre dans un cercle vicieux dans la mesure où t'as personne qui vient à Brest, donc les joueurs hésitent de plus en plus, tu vois les joueurs partir, personne arriver, donc finalement toi aussi tu refuses et t'as plus de mal à convaincre d'autres joueurs. Je pense que comme d'habitude ça va se décanter sur les 3-4 derniers jours du mercato et ce sera regrettable parce qu'on aurait dû, je pense, plus que jamais cette saison, anticiper tout ça et être plus efficace sur le mercato. Après il sera peut-être réussi finalement avec des joueurs en prêt. Mais je suis d'accord avec toi, c'est sur la vision moyen-long terme qu'on est très déficitaire. Mais est-ce que c'est possible ? Après, la Ligue des Champions, finalement, c'est pas tant un argument pour faire venir les joueurs. Pour moi, le joueur est pas... les joueurs sont pas idiots. Ok, ils auront la possibilité de jouer la Ligue des Champions cette saison. Pour autant, ils savent aussi que la priorité de Brest, c'est le maintien. Ça restera le maintien jusqu'à ce que... on fasse plusieurs saisons, on va dire, dans le ventre mou. Mais est-ce qu'on n'a pas justement mal vendu notre projet ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû vendre le ventre mou plutôt que vendre le maintien, en disant que c'est absolument le maintien qu'on vise ? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas vendu le projet en disant cette année... Ça c'est vrai, ouais. Pourquoi est-ce qu'on aurait pu très bien arriver en début d'année et dire cette année, on
Brest doit passer un cap. La Ligue des Champions doit être un tremplin. Alors, pas pour rejouer l'Europe la saison prochaine, mais Brest doit maintenant s'installer en Ligue 1. On a vocation, sur les 3 ans qui viennent, à finir 3 fois dans le top 10, dans le top 12. Et de plus avoir à se battre pour le maintien en se montrant Ça, c'est plus très vrai. ambitieux. Et finalement, peut-être que ce discours, il parle à des joueurs. Il parle plus que, de toute façon, il va falloir se battre. Et les joueurs qu'on va recruter doivent pas venir pour l'Europe, mais doivent venir pour le match du week-end contre Strasbourg. Ça donne pas envie. Je suis désolé, mais ça donne pas envie aux joueurs de se dire, ah ouais, ok, en fait, il y a la Ligue des Champions, mais on va se prendre des tartes en Ligue des Champions, et en plus, on va galérer en championnat. Ça ressemble à un bourbier. Peut-être que le projet, il a été mal vendu aussi. C'est vrai que le discours du maintien, quand ça fait 6 ans que tu es là maintenant, que tu viens de faire une 3e place, alors on ne demande pas de refaire cette 3e place. Pas du tout. Peut-être aller voir un peu plus haut que le maintien. Tu as quand même sur le papier, on va dire, des équipes qui sont a priori inférieures à toi. Tu as parlé des équipes qui n'arrivent absolument pas à recruter. Je pense que Le Havre, des Angers, même un club comme Montpellier, je mettrais derrière Brest actuellement. Auxerre, même s'ils font plutôt un bon mercato avec plutôt des bonnes idées, Ouais. jusqu'à preuve du contraire, tu m'enlèveras pas de l'idée que c'est inférieur à Brest actuellement. Je pense que tu peux quand même effectivement aller dire aux joueurs que tu vises un peu plus haut, sans aller dans la surenchère naturellement, mais au moins aller mettre le tiers de la Ligue 1 derrière toi. Je pense que ça semble plutôt jouable. Brest avait terminé 11e avec Der Zakarian. Là, ça fait ensuite une 14e place, je crois, avec Eric Roy. 14e. Donc, et puis une 3e place. Oui, voilà, mais au final, tu te maintiens 14e, souvent avec... t'en laisses un paquet derrière toi. Hein. Ouais, tu te maintiens souvent avec 3-4 journées d'avance. Et tu permets à des jeunes joueurs de progresser tranquillement. Il n'y a pas non plus une pression de zinzin à Brest. Et justement, je rebondis sur ça. Est-ce que tu te souviens de ce que Michel Der Zakarian reprochait au Stade Brestois lorsqu'il était là? Un manque d'ambition, bien sûr. Voilà. Mais oui, il avait peut-être un peu raison, le Michel. Il avait évidemment ses torts lorsqu'il a été licencié, parce que l'équipe était très mal, mais je pense que là-dessus, il n'avait pas complètement tort sur le manque d'ambition globale. Pour moi, Brest doit tendre à devenir un club. C'est pas uniquement sur le sportif. Je pense que c'est aussi un manque d'ambition au niveau général, au niveau des infrastructures. On en a parlé évidemment dans le podcast sur le hors-terrain, mais un manque d'ambition dans la communication, un manque d'ambition dans le marketing. C'est vrai que ça résonne plutôt pas mal actuellement à ce niveau-là, et peut-être un manque d'ambition aussi dans le recrutement où effectivement, quand tu vas voir un Étienne Capou, exemple, j'ai pas nécessairement d'infos, mais sur le style de joueur, voilà, du français expérimenté qui a joué la Coupe d'Europe dans sa vie, qui a quand même eu l'habitude de jouer pour des clubs qui ne jouaient pas le maintien. Tu lui dis que tu vas jouer le maintien, bon, ça le fait pas rêver. Ceci étant, tu vas voir un mec, un Danois qui joue, un jeune Danois qui joue au pays actuellement, tu lui dis que tu vas jouer la Ligue des Champions et le maintien en France. Bon, il va toucher, je pense, encore un peu plus qu'au Danemark. Bon, je pense que ça, voilà, je dis pas qu'il n'a pas meilleur projet ailleurs, mais je pense que le projet brestois est intéressant pour un jeune Danois, sauf que apparemment, les jeunes Danois, on va pas les chercher. Je pensais que le projet attirerait plus cette année, moi. Honnêtement, quand la saison s'est terminée, je m'étais dit ça va être bien cette année parce qu'au moins les pistes qu'on n'arrivait pas à faire l'année dernière où on était en concurrence avec les Montpellier, les Nantes ou les clubs milieu de tableau de Ligue 1, cette année au moins on aura l'avantage sur eux. Et finalement non, chaque recrue semble être une galère sans nom et c'est décevant. C'est décevant, effectivement, quand on voit par exemple que Kylian Corredor préfère aller à Darmstadt que... Alors évidemment, c'est toujours compliqué de dire est-ce que le Stade Brestois a proposé, est-ce que le Stade Brestois a été vraiment dessus, est-ce que c'était juste un nom sur un bout de papier, est-ce qu'il a juste demandé à Rodez combien il allait le lâcher. Bon, c'est compliqué, mais on va dire que les faits et les recrues, le fait qu'il y ait beaucoup de prêts sans option d'achat, ça montre quand même que c'est les fonds de tiroir qui sont faits là. Hein. On va pas se mentir que il n'y a pas de quoi être... Alors, c'est pas nécessairement des mauvais joueurs, mais il n'y a pas de quoi être très optimiste pour la fin du mercato. Quand on voit des Abdoul Samed qui sont mentionnés, j'ai vu un Samuel Gigot aussi.
il n'y a pas de travail de fond quoi qui est fait là-dessus. Hein, c'est juste des opportunités parce que les clubs les ont laissés de côté. Ils jouent maintenant avec leurs réserves. Ah, tiens, ça peut être intéressant. C'est des joueurs qui ont une certaine expérience de la Ligue 1, qui sont dans la fleur de l'âge. Ils vont certainement nous aider. De toute façon, maintenant, on est au stade où on a besoin de personnel. C'est surtout ça. On a besoin de main-d'œuvre parce que sinon, on se pointe avec Léo Botts et Ibrahim Kanté sur le banc en Ligue 1 et tu peux pas te permettre de. En gros, si tu ne gagnes pas à la 60e minute, c'est pas ton banc qui va apporter grand-chose. Et ça, c'est quand même un gros problème parce que... C'était flagrant contre Marseille. Hein. Ouais, ça va quand même faire 3 matchs. Hein. Alors, le mercato sera fini pour le match de Strasbourg. Mais ça fait quand même 3 matchs, ça fait 9 points que tu pas jettes par la fenêtre, évidemment, mais où tu te donnes pas la possibilité d'aller tous les gagner. Et c'est dommage parce que je pense que une équipe de Brest avec des bons joueurs à tous les postes, ce dont on aimerait tendre naturellement à la fin du mercato, je pense qu'elle tape l'OM. Parce que l'OM n'a pas été non plus monstrueux, a été très très efficace évidemment, mais il y avait largement la place de faire quelque chose de mieux, bon facilement, mais de bien aussi. Je pense que c'était tout à fait jouable avec aucune individualité qui déséquilibrait le groupe. Pour moi, pour le match contre Marseille, t'es trop démuni pour pouvoir faire quelque chose. Oui, bien sûr, mais tu n'aurais pas dû l'être. Ah non, ça je suis d'accord. C'est ça que je veux dire. C'est une faute. C'est ça que je veux dire. Une faute. Et j'espère que ce match sera la claque. Parfois, elle peut faire du bien. Hein. Parfois, elle peut faire du bien. Se dire bon, là, effectivement, la saison s'engage mal, mais rien n'est perdu. C'est un match sur 34. Comme on a annoncé jouer le maintien, c'est pas bien grave. Mais elle doit pousser à réfléchir et pousser à agir. Tout à fait. Et d'ailleurs, on va en reparler très rapidement. Oui, tout à fait. Dans un prochain podcast qui sortira très rapidement avant le match contre Lens, évidemment. Mais pour l'instant, on va se quitter là sur Romain Fèvre. Ça a pas mal digressé, évidemment. On va dire un épisode plutôt mercato sur lui là. Plutôt mercato, ouais. Je pense qu'on en fera un aussi à la fin du mercato. Tout à fait. Avec beaucoup de programmes là, hein. Mercato, Ligue des Champions. Oh là là. C'est dense. Ah, c'est dense. On va pas se plaindre évidemment. Surtout que quand on peut avoir un peu de bonheur au Stade Brestois. On a tirage au sort qui arrive dans 9 jours. Hein, on a été gâtés l'année dernière, on aura notre lot de plaisir cette année aussi malgré tout. Oui, parce qu'on va justement on va en reparler, mais tout n'était pas mauvais non plus contre Marseille. Franchement, on se retrouve très rapidement. Oui. Pour ce débrief rapide aussi. Ouais. Match contre Marseille. Mais pour l'instant, je te dis bonne soirée à toi. Bonne soirée à tous nos auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. Et allez Brest, naturellement. Salut.